si je peux. Hop. Voilà. Là, normalement, je vois le live, donc c'est OK. Tout va bien. Est-ce qu'il est 10h du coup? Parce que soyons un peu sérieux. Il est 10h. Donc, allons-y. Hop, je vais essayer de... Est-ce que j'ai le live? Ouais, j'ai le live. OK, cool. Bon, encore une fois, c'est la première fois que je suis en live, du coup. Voilà, il faut que j'essaye de perfectionner ma technique. Mais voilà, on va pouvoir y aller, je pense. Est-ce que, par contre, pourquoi j'ai pris un sèche qui grince, c'était plutôt une mauvaise idée. Bon, bref. Donc, merci d'être là, déjà. Et puis, si vous regardez ça en replay, évidemment, cette vidéo sera disponible ensuite sur ma chaîne YouTube pour pouvoir la regarder ensuite si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le live, donc à mettre des questions si vous en avez pendant la présentation. Je pense que ça va durer, je vais essayer de faire durer ça un peu moins d'1 heure, histoire de pas être trop pénible. S'il y a des gens éventuellement qui veulent intervenir, n'hésitez pas à laisser un message, et puis j'essaierai de répondre aux questions. J'essaierai de faire une pause entre chaque article pour pouvoir justement vous laisser le temps de poser des questions s'il y en a. S'il y en a pas, je ferai quand même, je boirai juste un petit peu d'eau histoire de faire une pause, et puis on repartira après. Donc l'idée de ce live, donc, elle s'appelle à la longue parce que je vais traiter du coup de 3 articles différents, mais 3 articles qui vont s'articuler autour d'un même sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler du coup du sujet de l'intelligence artificielle et donc les impacts psychosociaux. Alors les impacts psychosociaux, c'est un terme un peu galvaudé, c'est pour dire en gros qu'est-ce que l'intelligence artificielle, dans certains de nos usages, va provoquer chez nous, va provoquer en tant qu'individu, et puis va provoquer sur un plan plus global, politique, social, voilà. Donc c'est les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Donc évidemment, l'idée c'est que avant de pouvoir parler des différents sujets, différents articles, donc c'est des articles longs, c'est pour ça que ça s'appelle à la longue, donc des articles longs qui ont été piochés dans différents journaux, dans différents magazines en ligne. Et je les ai trouvés particulièrement pertinents pour parler de tel ou tel sujet. Et du coup, le but, ça va être de les regrouper un petit peu pour pouvoir tirer des conclusions de ce qu'ils disent, de pourquoi ils le disent, et puis pourquoi je les ai choisis, parce que je les ai trouvés potentiellement intéressants. Donc, pour commencer, on va essayer de définir ensemble ce que c'est intelligence artificielle, et on va voir qu'intelligence artificielle en soi, c'est déjà une première... je dis déjà une bêtise quand je dis intelligence artificielle, parce que on va voir que l'intelligence artificielle, c'est un terme... certains l'appellent le prénommer ça intelligence artificielle, c'est le premier péché des professionnels qui ont justement baptisé ce fonctionnement de l'ordinateur, puisque cette intelligence, on la met forcément en parallèle avec une intelligence humaine. Or, eh bien, cette intelligence, elle n'a pas grand-chose d'humaine, puisqu'elle n'a pas grand-chose du fonctionnement, finalement, humain, même si, par certains principes, on va voir qu'elle va essayer d'imiter le cerveau humain pour pouvoir fonctionner. Donc je vous lis la définition telle qu'elle est de ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est le concept qui permet à l'ordinateur de marcher vaguement comme le cerveau. Il va y avoir des mises en place, des heuristiques, c'est-à-dire des processus qui vont permettre de faire en sorte qu'on va pouvoir imiter la façon dont nous on pense. Mais on va voir qu'il y a une vraie différenciation entre la façon dont nous on pense, des choses simples qu'on arrive à faire et que l'ordinateur ne parvient pas à faire, et puis des choses plus compliquées que l'ordinateur parvient à faire mais que nous, on n'arrive pas à réaliser. Dans ce cadre-là, il y a une autre notion importante que je voulais préciser vite fait avant de commencer, c'est celle du machine learning. Et donc, le machine learning, donc c'est dans le cadre de l'intelligence artificielle. Le machine learning, c'est le processus qui va permettre à l'ordinateur d'engranger des données. On va lui nourrir de la donnée, peu importe quelle donnée. Par exemple des données sur des individus, ou des photos éventuellement, 1000 photos par exemple d'une chaise, et avec un algorithme précis, l'intelligence artificielle va parvenir, avec ces 1000 photos de chaises, à reconstituer, à essayer de définir dans ses paramètres à elle, qu'est-ce qu'est une chaise. Alors que potentiellement pour nous en tant qu'humains, en tant qu'enfants par exemple, on n'a pas forcément besoin de voir 1000 objets pour pouvoir se faire une idée d'un tel objet. Si on montre à un enfant, tiens voilà, ceci est une bouteille ou ceci est une chaise, il va très vite
avoir l'intuition de ce que c'est une chaise et pouvoir voir une chaise complètement différente et l'identifier quand même comme chaise. L'ordinateur, lui, ne parvient pas à faire ça, ou en tout cas, il parvient très difficilement à le faire. On voit aussi que la machine est capable de mieux faire, avec le machine learning notamment, les choses qu'un humain. Par exemple, on voit le cas des machines autonomes. Les machines autonomes sont capables, par exemple les voitures autonomes, sont capables parfois de mieux anticiper certains obstacles, certaines difficultés, certains dangers, mieux que l'humain. Mais par contre l'humain, ce qu'il est capable de faire, par contre, c'est de conduire dans à peu près toutes les situations, dans tous les chemins, chose que la machine va avoir du mal à faire. Donc on voit qu'il y a une difficulté pour la machine de s'adapter à différentes situations, d'engranger de nouvelles façons de conceptualiser un petit peu le monde, mais après, une fois que c'est en place, la rapidité de calcul, la force de calcul de la machine va permettre de faire ça, parfois mieux que l'humain. Je voudrais juste faire une parenthèse avant de commencer aussi. On va parler des réseaux sociaux, donc nécessairement on va parler de Google, de Facebook, et on va parler aussi du coup d'Amazon, d'Apple et de Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM. Et donc je vais juste vous dire pourquoi j'utilise pas ce terme, parce que j'aurais pu l'utiliser plusieurs fois dans ma présentation, et j'ai choisi de pas le faire, ou alors si je le fais, du coup, vous pourrez me reprendre, c'est que je le fais absolument pas exprès. Les GAFAM, c'est du coup donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et c'est un terme générique on appelle ça aux États-Unis les Big Five, les 5 grandes entreprises. C'est les entreprises comme on dit un peu Big Pharma pour voir tout le principe des laboratoires pharmaceutiques en général. GAFAM, ça va représenter toutes les entreprises informatiques. Or, moi j'ai un prof qui m'a appris à pas utiliser ce terme-là, et au fur et à mesure que j'ai lu sur cette thématique-là, du coup ça m'a toujours perturbé, et effectivement j'ai tendance à être assez d'accord avec lui sur le fait que c'est pas très pertinent selon les sujets. Par exemple, si on parle de l'urbanisme, est-ce que c'est bien de parler des GAFAM dans la mesure où elles changent la façon dont par exemple on conçoit la ville, mais du coup pourquoi on ne parle pas d'Airbnb, parce que ça change plutôt nos villes. Si on parle de déplacement, d'accord, on parle de Google, Amazon, Facebook, voilà, mais est-ce que ce serait pas plus pertinent pour des grandes entreprises de parler par exemple d'Uber, ou de parler de Tesla, par exemple, au hasard. Voilà, donc le terme GAFAM est un peu, et on va voir, assez incomplet, il fait une généralité, et du coup j'aime pas l'utiliser, et donc du coup voilà, je voulais juste préciser ça, et je trouvais que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi on utilise ce terme-là. Est-ce qu'il a pas un sens trop générique, et du coup est-ce qu'il faudrait pas le bannir de notre utilisation de ce terme-là. Voilà, c'est une question que je me pose et que je vous amène à vous poser également. Donc le premier article, c'est un article de Karen Hao qui a été publié dans le MIT Technology Review. Donc le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, qui est à Boston, et qui est connu pour former les meilleurs ingénieurs américains, et pour être une des écoles, si ce n'est l'école, la plus connue pour les ingénieurs aux États-Unis. Donc c'est elle qui va former justement les ingénieurs très performants qui vont ensuite aller travailler justement chez ces grandes entreprises du numérique. Donc là, on va parler de Facebook. On va voir que les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel on va se concentrer. J'aurais limite pu appeler cette présentation intelligence artificielle dans les réseaux sociaux, impacts psychosociaux, mais on va voir que ça c'est peut-être un peu limitatif, et on va déborder un petit peu de ce cadre-là. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de faire un peu plus large. Et donc l'article s'appelle How Facebook Got Addicted to Spreading Misinformation. Et donc, comment Facebook est devenu du coup addict, est devenu accro au fait de diffuser des mauvaises informations. C'est une question que se pose Karen Hao, et qui va se poser suite notamment à l'affaire de Cambridge Analytica. Et pour ce, en fait, elle va se concentrer sur l'interview d'un type qui s'appelle Joaquin Quinielo Candela, qui est le directeur de l'intelligence artificielle, je regarde mes notes en même temps, de l'intelligence artificielle chez Facebook. Et on va voir qu'il a eu un rôle important dès le départ pour concevoir l'intelligence artificielle chez Facebook. On va voir quelles sont ses implications, quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui, et puis en quoi finalement on peut remettre en question la façon dont Facebook nous présente de l'information, comment elle nous en parle, et éventuellement comment nous on peut un peu s'accommoder de ces algorithmes, et peut-être les remettre en question face aux informations qu'on peut recevoir. Donc voilà. Donc du coup ça va parler
de machine learning, comme on l'a dit, comment la machine apprend. On va se focaliser sur le personnage de Joaquin Piñol Candela, voilà, j'ai fait comme un accent espagnol, et quel est le rôle de l'intelligence artificielle de Facebook sur les positionnements politiques. On va voir que ça peut avoir des impacts, évidemment, puisqu'on est beaucoup à l'utiliser, et de façon massive, de façon importante. Et est-il possible déjà sur le comportement de cette intelligence artificielle, ou est-ce que c'est devenu trop gros, et trop important, avec trop d'enjeux, pour pouvoir le réguler, pour pouvoir éventuellement y imposer des freins si nécessaire. Donc, je prends un peu d'eau et puis on y va. Hop. J'aurais pas dû prendre une chaise qui grince, c'est complètement con ça. Hop. Donc, évidemment, c'est une question politique. Donc, en fait, le questionnement de cette journaliste-là, il arrive après ce qu'on appelle le scandale de Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, c'est une firme qui a été créée en juillet 2014 et c'est une firme en fait qu'on va retrouver ensuite au cœur d'un scandale qui va arriver justement à partir de 2018 notamment. Et donc c'est une firme de conseil. Et c'est une firme de conseil, une agence d'influence, on peut appeler ça comme ça, qui va être au cœur d'un scandale mondial dans la mesure où on va l'accuser, en collaboration avec Facebook, notamment en utilisant les données de Facebook, d'avoir influé à la fois pour le vote oui au Brexit et également pour l'élection de Donald Trump. C'est un scandale qui va être mis en exergue et qui va aller poser la question justement au grand public de dans quelle mesure l'intelligence artificielle de Facebook nous influence notre jugement. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça éventuellement, et dans quelle mesure justement des firmes privées peuvent utiliser ça pour faire valoir ensuite des intérêts un peu plus importants, puisque c'est pas n'importe quoi, effectivement, que ce soit l'élection de Donald Trump ou le Brexit, c'est quand même des événements qui ont à chaque fois bousculé de façon extrêmement importante la politique internationale. Donc ce scandale va donner du coup en 2020 une condamnation du coup à 7 ans d'interdiction de diriger une entreprise pour Alexander Nix, qui est donc le patron de Cambridge Analytica, pour ce qu'ils appellent un comportement dépourvu d'éthique. Et effectivement, on peut se douter que utiliser des données personnelles d'individus pour aller influer sur une décision démocratique, c'est effectivement un euphémisme que de dire que ce comportement est dépourvu d'éthique. Ces éléments-là, ils ont été reconnus pour par Facebook, et aujourd'hui, Facebook dit que il cherche par plusieurs méthodes à aller rationaliser son intelligence artificielle pour éviter la diffusion de mauvaises informations, l'influence sur les débats démocratiques, ce qui est une espèce d'équité entre les différentes opinions politiques, mais on va voir que non seulement c'est extrêmement compliqué à mettre en place, et en plus que Facebook a pas un intérêt formidable à le faire. C'est pas du tout une thèse complotiste, c'est simplement que ça s'oppose à une donnée fondamentale qui est, donc là il dit, quand on est dans le business, donc c'est Tina Brown qui est justement non, c'est pas Tina Brown, là, pardon, je me suis trompé en plus, c'est Harry Farid, pardon, je reprends les noms. On ne regarde pas ce qu'il y a en bas, ce n'est pas Tina Brown, je me suis trompé, c'est Harry Farid, qui est un professeur justement en médias et en politique, et qui dit que quand on est dans le business de maximiser l'engagement, donc de maximiser la participation des individus à un réseau social, par exemple, on n'est pas intéressé par la vérité, on n'est pas intéressé dans le fait de blesser, dans le fait de diviser, dans le fait de créer des conspirations, des complots, et même que tous ces éléments-là qui seraient nocifs à la démocratie, ce sont nos amis, parce qu'on va voir que plus une information va être choquante, plus une information va être interpellante, plus elle va nous faire lever de notre chaise, plus c'est une information qui va être intéressante à prendre en compte, qui va être intéressante pour le réseau social, parce qu'il va amener du coup les individus à plus aller poster des commentaires, éventuellement réagir, et que du coup forcément ça va donner plus de visibilité à la plateforme Facebook, et donc du coup plus de visiteurs, des visiteurs plus longtemps,
Et donc du coup, pour des firmes comme Facebook qui sont basées sur la publicité, plus la possibilité de caler évidemment des publicités, ce qui on va voir est la dualité principale, c'est-à-dire la volonté d'engager et la volonté de ne pas polariser les dissensions politiques. Et on va voir que ce sont deux concepts qui s'affrontent, qui se combattent et qui ne sont fondamentalement du coup pas compatibles. Donc Joaquín Quintero Candela, c'est ça, je prononce bien son nom, j'espère, pour les hispaniques, vous me direz. Il va être du coup mis, après ces scandales-là, à la tête du ce qu'ils appellent le FAIR. Donc FAIR, ça veut dire équitable en anglais, et qui est un laboratoire de recherche fondamentale chez Facebook pour essayer de mettre en place justement des règles éthiques sur cet algorithme qui va choisir quel article je vais proposer, dans quelle mesure il va être pertinent pour tel ou tel individu, et quel impact peuvent avoir différentes informations sur différents individus. Mais non seulement il est à la tête de ça, mais avant cela, il a mis en place ce qu'ils appellent le Facebook Learner. Et donc le Facebook Learner, c'est un outil chez Facebook qui est utilisé pour aller proposer aux différents individus qui travaillent chez Facebook des outils très simples, sans avoir besoin de s'y connaître excessivement en intelligence artificielle, pour créer leur propre modèle, selon voilà, les conseils du marketing, leurs intuitions vis-à-vis de leurs projets au sein de Facebook, pour proposer des petits outils comme ça d'intelligence artificielle et vite les mettre en place sur Facebook. Donc non seulement il va créer, cet acteur-là qui est interviewé, il va créer de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour Facebook, mais en plus, il va proposer également des outils que Facebook va pouvoir utiliser pour toujours infuser plus de machine learning et plus d'intelligence artificielle au sein du réseau social. Donc le processus de création chez Facebook, c'est donc pour ce type d'intelligence artificielle, ces petits outils de machine learning, on va avoir l'ingénieur qui va être mis sur cette question-là, il va travailler sur le Facebook Learner, il va aller tester sur un serveur avec un nombre réduit d'individus son algorithme d'apprentissage, il va tirer des conclusions de cet apprentissage pour pouvoir maximiser justement l'engagement dont on a parlé et donc la visibilité de la publicité. Et une fois qu'il l'aura testé, il peut le déployer. Si c'est validé, il le déploie sur le tout système. Mais le problème et le constat qu'on fait avec ces petits outils d'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont une tendance extrêmement fâcheuse à favoriser les thèses extrémistes, les théories du complot, les thèses, je sais pas, sexistes, racistes, tout ce qu'on veut, et que en gros, tous les choses qui nous font réagir, toutes les choses qui créent débat, et qu'il va délaisser les choses un peu plus nuancées, un peu plus consensuelles, parce qu'elle va finalement déduire que ça nous intéresse moins que les choses un peu plus nuancées et qui demandent un peu plus de réflexion. Ça, c'est une problématique qui s'est montrée beaucoup, notamment pendant la crise qui s'est passée au Myanmar. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, c'est quelque chose qui a fait notamment, c'était en 2018, il me semble, j'ai pas vérifié. Je crois que c'est 2018, la crise des Rohingyas, ou 2019 peut-être. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au Myanmar, il y a une population musulmane qui s'appelle les Rohingyas, et il va y avoir, de la part d'une partie de la population et de la part d'une partie du gouvernement, une campagne de discrimination, de diffamation, tout ce qu'on veut sur cette population musulmane, comme quoi elle serait elle serait la cause de tous les troubles dans le pays, de tous les problèmes dans le pays, et ce qui va donner du coup lieu à un génocide. Et il va se trouver que Facebook va avoir un rôle important dans la diffusion de ces thèses extrémistes, de ces thèses discriminatoires sur les Rohingyas, et que du coup on va avoir une escalade d'un conflit religieux, et donc Facebook va après reconnaître le rôle que la plateforme a pu avoir dans ce génocide, dans ces horreurs, dans ces massacres. Et d'ailleurs je vous lis ce qu'a dit Facebook également. Elle reconnaît avoir joué un rôle dans le fait de ne pas avoir empêché la plateforme d'être utilisée pour favoriser la division et inciter à la violence. Donc vraiment,
elle n'a pas été en mesure, donc là en plus c'est une défense, donc vous doutez bien que ça verse dans l'euphémisme, mais l'idée c'est que le Facebook n'a pas réussi à empêcher la diffusion, voire elle a facilité avec ces modèles justement qui favorisent l'engagement à diffuser des thèses extrémistes. Il faut savoir dans ce cadre-là que 64% des inscriptions à des groupes extrémistes notamment sont dues à des suggestions par l'intelligence artificielle. Donc il y a de grandes chances que si je rejoins un groupe d'extrême droite, un groupe d'extrême gauche, un groupe identitaire, un groupe sexiste, peu importe, 64% de ces inscriptions à ces groupes-là vont m'être dit par Facebook « Hey, salut, tu veux rejoindre ce groupe où on dit des horreurs sur des gens ?» C'est possible, on peut dire des horreurs, voilà. En tout cas, sur des groupes qui vont faire réagir et qui vont questionner, qui sont pas forcément nuancés, avec des news très impactantes, qui, encore une fois, polarisent le débat politique, et du coup, vont avoir des effets nocifs potentiellement sur la démocratie, sur la possibilité de discuter entre les gens qui sont de différentes opinions politiques, que ce soit des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe quelles idées ont ces différents individus, ils vont faire en sorte de les écarter toujours plus, créer un clivage toujours plus important entre ces différentes partis politiques, quelles que soient leurs idées. Et ce que va faire Facebook là-dedans aussi, c'est qu'elle va perpétuer une notion intéressante qui s'appelle les filter bubbles. C'est un peu c'est un peu un concept qui est un peu parallèle. Les filter bubbles, c'est un concept qui a été mis en place par Eli Pariser, qui est un chercheur, qui est un journaliste qui fait de la recherche, en 2011, il me semble, et qui, en fait, le concept de la filter bubble, c'est de dire je suis sur mon réseau social, Facebook par exemple, et je suis dans ma bulle. C'est-à-dire que j'aime par exemple le skate, les chiens et le rock'n'roll par exemple, et bien on va me proposer, et je suis de gauche, et ben on va me proposer des choses qui sont en relation avec ou parlent de toutes ces thématiques-là. C'est quelque chose du coup qui va nous enfermer dans justement à la fois notre tendance politique, nos goûts, et du coup qui vont nous amener à nous protéger dans une espèce de bulle, dans ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire je suis dans mon groupe, je regarde que ce que j'aime, on me propose que ce que j'aime, on me met en face juste d'idées politiques avec lesquelles je suis d'accord, et puis on avance, et finalement on n'arrive pas à s'extraire ou à se poser des questions sur le camp d'en face, sur une autre idée politique avec lesquelles on ne serait pas forcément familière. Il y a une possibilité, selon Facebook toujours, ça c'était un porte-parole de Facebook, je sais plus, c'était Chris Cox en 2017, qui sort une étude là-dessus, qui travaille chez Facebook à ce moment-là, il était product officer, donc il est chargé de produits chez Facebook, et il dit qu'il y a une possibilité de mettre en place des mécanismes pour pouvoir empêcher ces bulles, empêcher ce clivage entre les différentes identités politiques, mais que ce seraient des mesures qui seraient considérées comme anti-growth, donc ça veut dire anti-développement de Facebook, anti-engagement. Et ça s'oppose évidemment au modèle économique de Facebook, et donc puisque c'est nocif pour le développement de la plateforme, évidemment c'est encore une fois, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est une logique commerciale telle qu'elle est conçue. Ça va amener les dirigeants de Facebook, et puis les ingénieurs de Facebook, à pas mettre en place ce genre de mécanismes pour pouvoir se défendre des fake news et de ce type de mécanismes. Donc là on voit c'est ce qui se passe naturellement sur le réseau social, c'est-à-dire que plus on va s'approcher, donc la policy line, c'est-à-dire la règle au-delà de laquelle on a dépassé les cadres de la légalité selon Facebook, donc ça peut être un discours ouvertement raciste, ouvertement négationniste, ouvertement sexiste, ouvertement diffamatoire pour certaines personnes, et bien plus on va s'approcher de cette ligne-là, plus on va dire des choses qui frôlent avec l'illégalité, avec le voilà, et ben plus on va avoir de l'engagement, plus on va avoir des gens qui s'intéressent à ce contenu-là. Et à ce moment-là, Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, va arriver et va dire non, notre but, c'est l'inverse. C'est plus on s'approche de cette ligne un petit peu borderline avec la légalité, plus on va faire en sorte de diminuer l'engagement.
Alors non seulement c'est assez marrant parce que c'est assez stéréotypique quand même comme façon de voir le monde, c'est assez binaire, et puis on se doute bien que typiquement ce genre de fonctionnement serait extrêmement nocif pour la plateforme, voire pourrait voir la plateforme être balayée par les individus au fur et à mesure, puisqu'on on leur amènerait plus que du contenu qui ne suscite pas d'intérêt chez eux. Donc pour eux, c'est absolument hors de question de mettre ça en place. Une autre thématique est venue un petit peu influencer la façon dont l'intelligence artificielle se comporte. C'est un hashtag qui a été mis en place par notamment Trump et par ses supporters pendant la campagne, je crois que c'était pendant sa première campagne. Et c'était Stop the Bias. C'est-à-dire qu'il y avait un reproche de la part des républicains à ce moment-là, dans cette campagne-là, de dire, eh bien, vous voyez, Facebook, qui est dans la Silicon Valley, donc qui a plutôt une affinité avec des idées un petit peu d'utopie, un petit peu démocratique. Enfin voilà, ils se présentent comme tels, avec des gens plutôt à gauche, tout ça. Et donc du coup, ben ces entreprises qui le jugent bien pensantes, forcément, elles vont plus avoir tendance à favoriser les démocrates et des vues un peu plus égalitaires que nous républicains avec nos visions libertaires et conservatrices et tout cela. Et donc du coup, il va y avoir un outil qui va être mis en place. Alors je sais pas si je l'ai mis là, non, je l'ai mis avant. Qui va être mis en place, c'est le Fairness Flow. C'est-à-dire, c'est un mécanisme de la part de Facebook qui va dire, bon, ok, on va non plus essayer de se baser sur qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, mais plutôt qu'est-ce qui permet une équité. Or, on a vu, et ça c'est pas un jugement de valeur, là je vous renverrai aux sources que je mettrai en commentaire après ce live-là, c'est une capacité pour les républicains à disposer et à diffuser plus de fake news que les démocrates. Ça, encore une fois, c'est pas une opinion, c'est vraiment, ça a été démontré à une pente prise par plusieurs études. Et donc du coup, Facebook s'est dit, ok, nous on a extrêmement peur que si les républicains arrivent au pouvoir, on soit face à des gens qui ont envie de nous réguler, par la voie législative, de verrouiller un petit peu comment fonctionne Facebook et qu'on n'ait plus justement la possibilité, nous en tant qu'entreprise privée, de se réguler nous-mêmes. Donc on va mettre en place un outil qui n'empêche pas tant les fausses informations ou le clivage que avoir une moitié pour être très schématique, une moitié de postes en faveur des républicains et une moitié de postes en faveur des démocrates. Je suis très schématique, mais en gros c'est cette problématique-là. Et ça a encore une fois pas du tout pour objet de rendre l'intelligence artificielle plus intelligente, plus saine pour le débat démocratique, mais simplement de dire aux législateurs non mais t'inquiète pas, on s'en occupe, on est équitable, laisse-nous tranquille, laisse-nous gérer notre entreprise comme on le souhaite. Ce que dit Joaquin Quincero, donc je rappelle qu'il est directeur dans l'intelligence artificielle chez Facebook et qui était l'interviewé principal de cet article, il dit que l'intelligence artificielle déjà est pas si brillante que ça, que comme on l'a vu, une équité politique n'est pas forcément une équité d'information, et surtout que la faille de l'intelligence artificielle est avant tout une faille de l'humain. C'est-à-dire que, en gros, on ralentit en voiture quand on voit un accident. On ralentit en voiture quand on voit une bagarre, des gens je dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais il y a une propension effectivement au drame, au choc, à l'impactant, et que du coup, l'intelligence artificielle ne fait que répondre à ce besoin. Et donc du coup, c'est naturel, en tout cas pour nous, d'être attirés par ces choses radicales, et donc du coup c'est naturel pour nous aussi de les partager, de les diffuser, et de partager soit notre indignation, soit notre colère, soit peu importe, plutôt que un propos nuancé avec quelqu'un qui dit un peu de gauche, un peu de droite, et qui essaie de faire quelque chose d'un petit peu un peu nuancé dans ce débat-là. Il se demande du coup, donc c'est la fin du traitement de cet article-là, à la fin, l'auteur de l'article dit justement, est-ce qu'il est possible d'avoir du coup une réponse technologique à ces biais ? Et est-ce que cela serait souhaitable qu'il y ait justement une réponse de l'intelligence artificielle de la part de Facebook ?
Et surtout, la dernière question qu'elle pose, c'est est-ce qu'il serait possible pour Facebook, maintenant que l'intelligence artificielle est devenue si grosse, si importante, et si avec des capitaux si déterminants, est-ce que l'intelligence artificielle est aujourd'hui capable d'aller contre cette loi de l'engagement absolu et ce besoin absolu de créer de l'engagement? Et là, une réponse assez intéressante et assez perturbante aussi de Joaquin Quincero, le directeur de l'intelligence artificielle. Il dit « j'en sais rien ». Donc c'est-à-dire qu'on a le directeur de l'intelligence artificielle d'une des plus grosses boîtes qui diffuse le plus d'informations au monde, au plus grand nombre de personnes possible, qui dit « je sais pas vraiment si on est en mesure de faire que l'intelligence artificielle se raisonne et qu'elle puisse assainir justement le débat public, ou en tout cas le rendre un peu plus transparent et justement équilibré, pour pas justement qu'on se tire dans les pattes et qu'on soit de gauche ou de droite, ou qu'on soit de telle opinion sur tel ou tel sujet, on puisse ne pas forcément s'écharper sur ces questions-là. Donc voilà. Donc je trouve que c'est à la fois un constat intéressant pour comprendre la façon dont l'intelligence artificielle est régie, et aussi c'est assez flippant sur finalement ce que peut engendrer l'intelligence artificielle d'un point de vue politique. Voilà. Donc ça c'est pour le premier article. Alors je vais voir si je suis tout seul à parler, ou si éventuellement il y a des gens qui sont là et qui éventuellement réagissent. Alors ça réagit pas. Il y a une absence complète de réaction. Donc, je vais continuer, c'est pas grave, je vais continuer à parler tout seul, on est bien, il fait beau, c'est cool. Non, alors, je sais pas si quelqu'un a une question là-dessus ou pas. Je prends un peu d'eau parce que j'en peux plus, par contre, mais... En tout cas, si vous avez des questions sur ce premier article, n'hésitez pas à me les partager. Et puis, dans une minute, s'il n'y a pas forcément de questions, j'enchaînerai sur l'article suivant, qui on va voir traite d'un autre sujet. Du coup, je balance mes fiches, tel un professionnel de la radio, incroyable. Ou alors, s'il n'y a pas de questions, est-ce comment vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que ça fait combien de temps qu'on y est? Ça fait 1 demi-heure sur un article, il en reste 2. C'est beaucoup trop long. Bon. Un petit peu trop comment dire, bavard, notre ami. Mais après, ce sera intéressant que ce soit, si vous voyez cette vidéo en direct, ou si vous la voyez en différé, qu'on puisse avoir du coup que je puisse avoir un retour sur le fait est-ce qu'il faut que je passe plus de temps, est-ce qu'il faut que je passe moins de temps, est-ce que finalement il faut faire plus d'articles, moins d'articles, voilà. N'hésitez pas à me le dire, et puis pour qu'on puisse éventuellement en parler ensemble. Bon. Hop. Je vais mettre l'eau partout, parfait. Donc, on va s'intéresser du coup. Donc là, il n'y a pas de réaction. Donc c'est parce que les gens sont tellement clairs que du coup, il n'y a aucune réaction à avoir. On va dire ça. Donc, le deuxième article qu'on va traiter, c'est un article qui a été écrit par Lauren Goode et qui a été publié dans Wired en 2020. Et qui s'appelle « I called off my wedding, the internet will never forget ». Donc, j'ai annulé mon mariage et l'internet ne l'oubliera jamais. Donc, ça va parler du coup de mémoire et de numérique. Alors, j'ai plutôt mauvaise méthodologie. Je vais vous expliquer quel est le cadre général de l'article. Donc, Lauren Goode, elle est en couple depuis un certain temps et elle prévoit son mariage. Ce qui va se passer, c'est que en 2019, donc avant la pandémie, c'est un couple qui va comme certains couples, va se flétrir pour finalement ne plus avoir vraiment d'intérêt l'un pour l'autre, et donc du coup, qui va choisir de se séparer. Donc, il va y avoir une préparation du mariage un petit peu en amont, mais finalement, ils décident de ne pas se marier, et de choisir chacun leur chemin par rapport à ça. Là, on va voir, c'est un cas un petit peu différent d'aujourd'hui, avec pas mal de gens qui, malheureusement, dû au Covid, doivent annuler la date de leur mariage, en espérant quand même que tout cela pourra reprendre plus sereinement. Donc ça va parler de quoi? Du coup, ça va parler de mémoire et de numérique.
c'est-à-dire comment Internet est capable de se souvenir d'un événement et comment il est capable aussi de ne pas l'oublier, donc intelligence artificielle et droit à l'oubli. L'inertie des réseaux sociaux par rapport à ça, donc la capacité de l'intelligence artificielle à comprendre ces questions-là et à nous envoyer des stéréotypes pour pouvoir un petit peu mieux comprendre les différentes thématiques qui sont en jeu. Et intelligence artificielle et rentabilité aussi, c'est-à-dire en quoi justement cette notion de mémoire, cette notion de nostalgie, est-ce qu'elle peut nous provoquer, dans quelle mesure, encore une fois, et là on va voir que c'est un petit peu la même problématique qu'avant, c'est-à-dire en quoi ce qui peut nous faire du bien peut être en opposition avec ce qui peut créer du profit, de l'engagement pour les réseaux sociaux et pour les publicités qu'elle peut diffuser. Donc, ce dont elle va se plaindre, cette Lorraine Good, c'est que elle va annuler son mariage et que cependant les réseaux sociaux vont pas vraiment capter que ce mariage est annulé. Et donc, ils vont pas arrêter de lui proposer encore et encore des robes de mariée, de la décoration sur Pinterest. Donc là, Pinterest, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau social où puis on nous propose différentes photos, des inspirations pour des événements, de la façon dont on s'habille, notre façon de consommer principalement. Et il va pas arrêter de lui amener des photos de mariage parfaites, alors que elle justement, son mariage est un petit peu tombé à l'eau, et elle va particulièrement mal le vivre. Et donc du coup, elle a choisi de faire un article à partir de ça, en se disant, notamment en se questionnant sur la question de la nostalgie. Parce que depuis un certain temps, on va voir apparaître sur les réseaux sociaux, alors vous l'avez peut-être vu sur vos propres réseaux sociaux si vous les utilisez. Sur Facebook, par exemple, on a l'apparition de On This Day, c'est-à-dire on a une photo qui date de 2019, 2017, 2010, qu'on a pris sur Facebook, et ce jour-là, sur Facebook, vous avez publié telle photo. Et ils ont remarqué chez Facebook, notamment chez Instagram, ils le font aussi sur les Apple Photos, ils le font également, que ça faisait beaucoup réagir les gens, et donc ça venait des commentaires du style « Hey, t'as vu à quoi on ressemblait il y a 10 ans, c'est extrêmement drôle, on s'amuse. » Et cette nostalgie, elle fait réagir, elle va créer une émotion chez l'utilisateur, et donc du coup, encore une fois, il va créer ce qu'on a défini précédemment, c'est-à-dire de l'engagement. À la base, on a du mal à définir un petit peu à quel moment cet attrait pour la nostalgie s'est mis en place sur les réseaux sociaux, mais en 2010, je crois que c'est en 2011, pardon, on va avoir l'apparition d'une application qui s'appelle Time Up, et donc Time Up, c'est une application qui a fait grand bruit aux États-Unis, je crois qu'il y avait 12 millions d'utilisateurs, il y a peut-être... Je pense qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs aujourd'hui. Il y avait 12 millions d'utilisateurs, et l'idée c'était de stocker les photos sur cette application-là, et que jour après jour, l'application pouvait proposer des photos qui dataient de tant d'années, de tant de mois, et de nous remettre du coup des souvenirs de moments potentiellement agréables, ou potentiellement moins agréables, c'est ce qu'on va voir après. Et ensuite, Facebook, donc cette application va cartonner, et on va avoir ensuite justement Facebook, Instagram, ou Apple, ou même Microsoft aussi l'a fait, je crois, dernièrement, et qui va utiliser cette technique de la nostalgie pour pouvoir créer de l'engagement, créer des commentaires, et ainsi de suite. D'ailleurs, il a noté qu'aujourd'hui, les créateurs de Time Up travaillent respectivement chez Snapchat et Instagram, ce qui est évidemment pas anodin, et ce qui montre qu'il y a un vrai attrait de ces plateformes-là pour la nostalgie et pour ce qu'elles génèrent chez nous. D'ailleurs, Insta, c'est rigolo parce que on a chez Insta de base la nostalgie qui est même dans l'essence même de cette notion de nostalgie. C'est-à-dire que Instagram, c'est des filtres qui font paraître la photo comme une photo argentique, donc une technologie qu'on n'utilise quasiment plus. Donc, quand on publie la photo d'Instagram, elle est, de par son esthétique, elle est quasiment déjà ancrée dans le passé. Donc c'est une technique qui est beaucoup employée. Je mettrai en lien encore une fois cette notion-là dans la description du live une fois qu'il sera sorti. Il y a une chercheuse extrêmement intéressante qui s'appelle Katharina Niemeyer qui a travaillé justement sur l'exploitation sémiologique de la nostalgie pour pouvoir créer de l'engagement et créer de l'émotion chez les auditeurs, spectateurs ou utilisateurs des réseaux sociaux. Les mémoires
digital, ça permet effectivement d'engendrer des moments agréables, mais cependant, ça va poser deux questions, c'est-à-dire une question éthique et une question émotionnelle. La première, une question éthique, parce qu'on va se demander est-ce que il est bien moral pour une application d'utiliser nos souvenirs, d'utiliser notre vie précédente et l'image qu'on s'en fait pour la monétiser, pour se faire de l'argent, parce qu'encore une fois c'est pour créer de la visibilité et donc de l'engagement. Est-ce que c'est intéressant effectivement d'avoir ces souvenirs-là qui reviennent en boucle d'un point de vue émotionnel, puisque beaucoup de chercheurs viennent un peu fustiger ce principe-là. Alors, beaucoup de chercheurs, pas assez, il semble, mais on a notamment Kate Acorn, qui est une chercheuse justement sur ces thématiques-là, qui dit que oublier c'était le standard, c'était ce qui se passait par défaut, mais le fait d'oublier, ça permet aussi d'éditer nos mémoires. Et donc, quand elle dit éditer nos mémoires, c'est avoir la capacité éventuellement de mettre certaines mémoires de côté pour pouvoir être capable d'avoir un peu plus de place pour pouvoir en développer de nouveaux souvenirs. Mais ça peut vouloir dire aussi d'éditer pour pouvoir effacer certains éléments, améliorer certains éléments un peu plus compliqués. Et donc, du coup, éventuellement, pouvoir négocier avec certains traumas. Et ce qu'elle dit, cette chercheuse-là, c'est que en allant tout le temps sur le terrain de la nostalgie, en mettant en boucle ces vieux souvenirs et ces vieilles thématiques, on va en permanence créer une boucle infinie dans laquelle on va être replongé, et on va être replongé dans le passé en permanence, et donc potentiellement on va être replongé également dans nos traumas si le moment s'apparente à un moment désagréable ou un moment compliqué pour nous. Juste je finis en citant Jeremy Tillman qui justement revient là-dessus sur le fait que l'intelligence artificielle est pas capable d'aller identifier ces choses-là. C'est une chose de dire je veux de nouvelles chaussures et d'avoir une application qui nous suit ensuite sur internet pour nous la proposer, mais certains indicateurs comme le mariage par exemple représentent une opportunité spécifique pour les professionnels du marketing et évidemment plus précieuse à l'information, plus intrusive à la publicité. Donc on va avoir une difficulté de se sortir de ces éléments-là, notamment des éléments très chargés comme une naissance, comme un mariage, et le chef de produit chez Pinterest va appeler ça des fausses couches. Donc on va avoir des gens qui font partie de la minorité, c'est-à-dire que généralement, dans la majorité, quand on commence à organiser un mariage, on le met en place. On va voir que c'est un peu plus compliqué avec malheureusement avec le Covid d'avoir forcément un truc automatique on l'organise et puis il se réalise. J'espère que tout le monde pourra bien le faire quand même. Mais on va avoir aussi des femmes qui tombent enceintes et malheureusement qui font des fausses couches. On va avoir des vacances qui peuvent être prévues et puis finalement qui tombent à l'eau. Mais ça, le réseau social, l'intelligence artificielle justement des réseaux sociaux, elle va avoir du mal à le capter pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un biais de la majorité, c'est-à-dire que là, j'ai cherché des données de l'HAS, et l'HAS dit que les fausses couches, là je parle de femmes enceintes qui font des fausses couches, on est entre 10 et 15%. Donc, c'est une donnée qui est relativement négligeable pour les gens qui sont dans le marketing. C'est-à-dire que je sais que si on est 10 à 15%, que si je lance, par exemple, si la personne s'exprime sur le fait qu'elle va être enceinte ou que l'intelligence artificielle comprend qu'elle est enceinte, la personne se dit que pendant 9 mois, et puis potentiellement pendant ensuite 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de l'âge de l'enfant, on va pouvoir aller lui proposer différents produits. Et que du coup, tant pis pour les gens qui font une fausse couche, c'est une certaine forme de cruauté là-dedans aussi, en tout cas de mépris pour les sentiments et les questions émotionnelles humaines. La femme qui a fait une fausse couche, je vais quand même lui proposer un berceau, je vais quand même lui proposer des habits d'enfant, je vais quand même lui proposer cela, et cela en dépit du coup de la charge émotionnelle que ça peut avoir pour l'individu qui est concerné. Donc voilà, une grosse problématique là-dessus. Et rien que le fait que chez Pinterest, ils appellent ça une fausse couche, c'est problématique, parce que ça veut dire qu'ils se rendent compte
de la portée émotionnelle que peut avoir justement ces arrêts, ces interruptions d'événements, que ce soit un mariage ou une naissance. Là, je cite ces deux-là parce que c'est les plus, on va dire que c'est les plus symboliques et c'est les plus importants d'une vie, en tout cas pour beaucoup de gens. Et donc, puisque ça représente une donnée négligeable et que ça représente pourtant une opportunité incroyable pour les responsables du marketing d'aller fournir de l'information et donc du coup de s'accaparer une certaine partie du pouvoir d'achat de ces gens-là, et ben on va avoir ce flux incessant d'informations qui vont abonder dans ce sens-là. Et donc du coup, Lauren Good va faire l'auteur de l'article va faire l'expérience de cela, et donc elle va avoir une proposition de robe de mariée, de déco de mariage en permanence. Elle va essayer d'arrêter d'aller de couper un petit peu avec les sites sur lesquels elle l'allait, notamment sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir. Mais il se trouve que plusieurs mois après, même après avoir essayé de montrer un peu qu'elle arrêtait de suivre les comptes qui étaient liés à des mariages et tout ça, on lui proposait toujours des choses qui étaient en mesure, en lien avec le mariage. Et il faut savoir que c'est notamment Apple, Facebook et Google, il me semble, qui ont commencé à essayer de tâtonner sur ce terrain-là, et qui ont commencé à se dire, bon, les photos, notamment qui ont lien avec une ambulance, avec un hôpital, on va essayer de les écarter et de pas les faire remonter chez les gens, ou de pas les faire, pour pas éventuellement aller chercher un souvenir un peu douloureux. Mais ça pose question nécessairement. Est-ce que ça existe un moment hospitalier heureux ? Peut-être. Il y a par exemple un enfant inespéré qui finalement arrive, c'est un événement extrêmement heureux. Une sortie de maladie, c'est un événement extrêmement heureux. En ambulance, ça peut être pareil, quelqu'un qui tombe enceinte et qui finalement accouche dans l'ambulance et ça se passe bien. Donc l'intelligence artificielle évidemment est aujourd'hui pas capable encore et elle le sera peut-être jamais, d'identifier ces nuances-là. Et donc du coup, d'avoir toujours une proposition erronée vis-à-vis de ça. Et l'intelligence artificielle, du coup, n'est toujours pas capable d'aller capter ces nuances et de pouvoir en faire une conclusion qui est plus saine, encore une fois, pour l'émotion humaine telle qu'elle est ressentie par les gens, justement, qui ont des imprévus dans la vie, parce qu'on en a chacun, et qui, du coup, souffrent de ces événements douloureux, de ces traumas qu'on n'arrête pas de leur remettre en tête, et qui justement créent des boucles incessantes de deuil ou par rapport à quelqu'un, de deuil d'une relation, de deuil d'un enfant qui allait naître. Enfin, voilà. Tous ces éléments-là sont malheureusement quelque peu floués par les incapacités, à la fois les incapacités de l'intelligence artificielle et puis l'opposition qu'il peut y avoir entre les intérêts économiques de la plateforme d'aller proposer des produits et des publicités très ciblés pour les gens qui sont enceintes, à la majorité des gens pour qui ça va bien se passer, et puis de négliger ceux pour qui il va y avoir plus de difficultés à passer d'un événement à un autre. Elle fait j'étais assez surpris par la conclusion que faisait l'auteur, l'autrice, non, l'auteur, j'ai un doute, bref. Donc c'est Lauren Good, qui va dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, donc c'est une problématique que les réseaux sociaux vont avoir monétise nos événements, monétise nos souvenirs par le fait de créer de l'engagement par rapport aux mémoires qu'on peut avoir et tout ça, mais que finalement c'est mieux de ressentir quelque chose plutôt que de ne rien ressentir. Ça c'est une citation d'un écrivain qui s'appelle André Assiman. Mais c'est très questionnable, et donc du coup peut se poser la question du coup on peut avoir plusieurs positionnements par rapport à ça. Soit on s'extrait complètement des réseaux sociaux en se disant qu'on veut pas subir ce diktat de la nostalgie qui est imposée par les réseaux sociaux, soit on essaie de prendre un petit peu de recul et de pouvoir avoir un raisonnement critique vis-à-vis de ces comportements de l'algorithme, soit on fait avec, on l'ignore, et puis on estime qu'on va avoir que peu importe ce qui va se passer, on va de toute façon avoir un avis assez
je retrouve plus mon mot, assez sain par rapport à tout ça, avoir un avis assez pondéré et se dire que finalement c'est pas si grave que ça. Je vous laisse juger évidemment, moi je me prononce pas tant sur la question que ça, mais l'idée voilà, c'est de pouvoir au moins avoir connaissance de cette notion-là, de comment ça fonctionne, pour pouvoir y imposer du coup quelque chose un avis un peu plus avisé sur cette problématique de la moindre possibilité d'oublier, le fait que les réseaux sociaux se nourrissent de cette nostalgie-là, et que elles peuvent remettre en question certains processus naturels tels que l'oubli, pour pouvoir proposer toujours plus d'éléments, pour pouvoir créer de l'engagement et donc créer de la publicité. Voilà pour le deuxième article. Il est 10h49, j'ai encore parlé bien trop. Alors le premier article était vraiment le plus long. Là, le dernier article, il va être un peu plus court. Je vais parler de TikTok. Et qui moi, donc j'ai 28 ans et j'avoue que TikTok, moi, c'est une plateforme dont j'ai entendu parler. Et c'est cet article-là qui m'a donné envie un peu plus de m'intéresser à la plateforme. Je bois encore parce que j'ai hyper soif. Et donc, voilà, donc on peut faire une pause limite. Si vous avez encore des questions ou que sais-je, c'est avec grand plaisir. Parce qu'il y a quand même 10 000 personnes qui regardent en ce moment, voilà. Donc faut pas regarder le nombre de spectateurs, mais vous êtes à peu près 10 000. Et non, il semble qu'il n'y ait pas de questions. Mais encore une fois, c'est pas du tout parce qu'il y a beaucoup de monde. Parce que je suis extrêmement clair. Hein, on peut pas non plus... Donc voilà. Voilà pour cette... voilà, donc on va passer au troisième article. Après, on va faire une petite conclusion. Et troisième et dernier article, du coup. Et puis, s'il n'y a pas de questions derrière, écoutez, on finira là-dessus. L'idée, c'est que c'est vrai que s'il peut y avoir des questions, ça peut être cool qu'il y ait des questions à la fin de ce troisième article pour résumer un petit peu les thématiques, pour poser peut-être éventuellement des questions qui n'ont pas forcément à voir avec ces articles-là directement, mais plutôt qu'on à voir avec l'intelligence artificielle dans les réseaux sociaux, des expériences éventuellement que vous avez pu avoir par rapport à ces éléments-là, c'est toujours intéressant. Au pire, ce que je ferais, c'est peut-être une petite pause après ce troisième article de 2 minutes, où j'essaierai de mettre de la musique, si je suis assez fort techniquement, je suis pas certain. Et une fois que ce sera fait, je reviendrai, et puis s'il y a des questions, on y répondra tranquillement. Donc voilà. Bon. Hop. C'est bon, vous m'entendez toujours bien. Ok. Donc comme je disais, TikTok, c'est une application, jusque-là rien de nouveau, qui a une démographie assez jeune. J'ai pas les chiffres exacts. En fait, j'ai trouvé plusieurs chiffres, mais qui un petit peu se contredisaient. Donc j'ai préféré pas avancer de chiffres, mais tous les articles que j'ai pu lire sur ce sujet-là tendaient à dire que effectivement c'était une démographie plutôt jeune et que l'âge moyen pouvait fluctuer entre 16 et 19 ans. C'est un peu ce que j'ai repéré. Donc c'est un réseau social qui est plutôt utilisé par des jeunes. Moi j'ai 28 ans, donc je ne l'avais pas forcément utilisé justement parce que j'avais aussi ce préjugé que c'était pas principalement utilisé par des jeunes et que du coup je voyais pas trop ce que je pouvais en retirer. Je l'ai téléchargé il y a de cela, suite à la lecture de cet article, je l'ai téléchargé il y a de cela quelques semaines et j'avoue d'avoir un peu fait les mêmes conclusions que cet auteur-là sur cette thématique-là, et je me suis assez reconnu dans la façon dont j'ai pu réagir sur cette application-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'application, elle est assez facile à expliquer de façon assez grossière. Vous avez votre application, vous la lancez, on vous propose quelques thématiques que vous aimez bien, donc humour, je sais pas, musique, voiture, skateboard, surf, chien, chat, animaux, bref, tout ça. Et puis, de là,
vous lancez et vous allez avoir des vidéos qui vont s'enchaîner avec une fonctionnalité, avec deux interactions principales qui seront les principales interactions que vous allez faire avec cette plateforme. Soit vous allez mettre votre pouce vers le haut et ça va revenir à la vidéo précédente, soit vous allez glisser vers le bas et ça va aller à la vidéo d'après. C'est des vidéos qui sont généralement rythmées par de la musique, c'est prévu dans le fonctionnement de TikTok. Et puis c'est quelque chose qui va revenir en permanence sur des montages de 60 secondes. Et simplement cette action-là, c'est-à-dire passer, éventuellement re-regarder une vidéo, passer une autre vidéo, éventuellement la liker, ça c'est possible aussi de la liker, mais vraiment la chose dont se nourrit TikTok principalement, c'est le fait effectivement d'avoir ce scroll en bas ou en haut, et qui va déterminer l'intérêt que l'utilisateur va avoir de telle ou telle vidéo. Donc de quoi ça va parler du coup, maintenant qu'on a un petit peu cerné quelle était l'application, et donc c'est comment l'application s'y prend pour faire de la captation de l'attention, comment elle personnalise les flux d'intérêt et en quoi elle est particulièrement pertinente pour le faire, et en quoi, par rapport aux autres sociaux, ça est vraiment ce qui va différencier des autres réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, parce que on va voir qu'il y a une approche qui est vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur Twitter, Facebook ou Instagram, et donc en quoi ça entraîne une forme de passivité et des nouvelles formes du coup de consommation médiatique. Donc ce que l'auteur dit dans un premier temps, c'est que on va avoir fondamentalement, on a fondamentalement une différence avec les autres réseaux sociaux, c'est que on a une captation de l'attention qui est absolument incroyable, parce que on va passer d'une vidéo à l'autre extrêmement rapidement, et à partir de ça, le feed de TikTok va essayer de comprendre quels sont nos intérêts, quelles sont les choses qui peuvent attirer notre attention, et va essayer de se nourrir de ça pour nous proposer coup après coup les meilleurs contenus. On va avoir du coup les choses qui différencient justement d'un autre réseau social. Les similarités et les contrastes, déjà. La plupart des réseaux sociaux vont se baser sur un principe de similarité. C'est-à-dire que je vais avoir potentiellement sur YouTube, je vais regarder des vidéos de dauphins. Eh bien, il y a de grandes chances qu'on me propose des vidéos d'animaux sur le côté ou des vidéos de dauphins. TikTok fait l'inverse. TikTok va me proposer une vidéo de skate, faut que j'arrête de parler de skate, une vidéo de skate, et la vidéo suivante, c'est quelqu'un qui se brosse les cheveux, après ça va être quelqu'un qui raconte une vanne, après ça va être quelqu'un qui tombe dans un puits, après ça va être quelqu'un qui explique comment faire du savon naturel, ou peu importe. Les vidéos, quand elles se suivent, n'ont absolument aucune cohérence entre elles. C'est ce qui va être très interpellant dans ces vidéos-là, mais malgré le fait que les vidéos n'ont pas vraiment de rapport entre elles, puisqu'on va affiner et on va personnaliser de par nos gestes, l'algorithme va comprendre ce qui nous attire ou pas, et ben finalement ça va quand même créer quelque chose de cohérent dans lequel on va se reconnaître et qui va être un peu hypnotique, sur lequel on va passer de plus en plus de temps. On peut faire le parallèle avec Spotify aussi. Si j'écoute, je sais pas, MC Solar par exemple, ou que sais-je, il y a peu de chances qu'on me propose du rock'n'roll un peu agressif derrière. On va plutôt me proposer soit un autre titre d'MC Solar après à l'écoute, soit du Oxmo Puccino, soit un autre titre de rap français, peu importe. Mais on va pas arriver sur un genre complètement différent. Alors qu'encore une fois, je peux regarder une vidéo de quelqu'un qui joue très bien du piano sur TikTok et puis enchaîner derrière sur quelqu'un qui tronçonne un arbre dans un bois, alors que je connais pas cette personne, je me suis jamais intéressé à ça, mais il n'empêche que je vais regarder parce que voilà, ça m'intéresse. J'adore les gens qui tronçonnent des trucs dans les bois. C'est bizarre cette phrase. Et une autre différenciation, donc le pas qui mais quoi, c'est la différenciation notamment qu'on peut trouver avec Twitter. J'écoute la voix des gens qui me parlent, et Twitter c'est ça, c'est que je vais avant tout me concentrer sur la provenance.
des gens sur Twitter. Avant même de lire le message, généralement, je vais m'intéresser à qui me parle. Est-ce que c'est un compte qui est vérifié ou pas? Donc un compte vérifié, ça veut dire un compte plutôt d'une personne avec un petit peu d'audience qui est reconnue et qui est validée comme Twitter comme étant la bonne personne. Je vais regarder combien elle a de personnes. Je vais pas évidemment prendre la même chose d'une blague sexiste d'un élu Rassemblement National par exemple et d'un humoriste qui je sais très bien n'a absolument rien de sexiste et qui justement veut faire ça au second degré. L'importance vraiment c'est la provenance de qui parle. Sur TikTok c'est très différent, au contraire c'est le contenu. On n'a pas alors il y a certaines stars de TikTok et des gens qui se mettent en avant via ça, mais quand je scrolle dans mon feed comme ça d'actualité, je m'intéresse pas tant à qui produit la vidéo, parce que je le connais pas nécessairement, et puis parce que je me suis pas abonné à son contenu, mais plutôt qu'est-ce que me propose la vidéo. Et c'est ça qui va être très important dans TikTok, c'est qu'on va un petit peu dépersonnifier aussi, pour proposer justement du contenu en zapping permanent. On va avoir aussi donc justement ces capacités pour l'algorithme d'aller proposer toujours plus d'individus, toujours plus de contenus différents qui viennent un petit peu étoffer mon feed et qui va éventuellement, puisqu'il propose des choses très différentes auxquelles je peux adhérer ou non, il va très vite pouvoir constituer une espèce de myriade d'univers qui m'est propre, de vidéos que j'aime et de vidéos qui attirent mon intérêt, et du coup créer un espèce de microcosme dans lequel je me sens bien, qui me propose des choses que j'aime et qui me propose des choses qui peuvent susciter mon intérêt et m'hypnotiser comme ça pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Enfin moi plusieurs heures ça m'est pas encore arrivé, mais pourquoi pas. Et donc il va être très pertinent justement pour me rendre captif de cela et en plus m'identifier très précisément également d'un point de vue publicitaire. Enfin, j'ai appelé ça l'effet casino, mais je sais pas si ça s'appelle l'effet casino. Moi ça m'a évoqué ça parce que vous savez on dit qu'à Las Vegas, je suis jamais allé à Las Vegas, mais on nous dit dans les films que la particularité de Las Vegas c'est que il n'y a pas de fenêtre. Donc on ne voit pas s'il fait jour, si la nuit est tombée, ou autre chose, et il n'y a pas d'horloge. Ce qui fait que la personne qui est dans le casino ne sait pas vraiment depuis combien de temps elle est en train de jouer, et éventuellement depuis combien de temps elle est en train de dépenser son argent. TikTok fait la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas de marqueur de temps particulier, on ne sait pas quand a été postée la vidéo, en tout cas c'est pas évident, on n'a pas de notion de combien de temps dure la vidéo, ce qui fait qu'on peut très très rapidement passer 1 heure sur la vidéo en question, sur le feed en question, sans pour autant s'être aperçu du temps qui passait. Et en plus, le fait que les vidéos ne soient pas datées, on va avoir en permanence un sentiment que ce qui se déroule devant nos yeux, c'est une forme de présent. Et donc là encore, ça va avoir un côté extrêmement impactant. Donc l'auteur parle vraiment d'un feed dans lequel qui est un environnement immersif dans lequel l'utilisateur va se plonger, va rester immergé dans un univers qui va lui sembler plaisant, cohérent, et dans lequel il va se complaire pendant plusieurs temps, juste à consommer de l'image encore et encore. Donc là c'est vraiment Tina Brown, là je ne suis pas trompé, qui était en fait l'ancienne rédactrice en chef je crois, de Vanity Fair, qui est un magazine américain, qui dit que du coup son journal, le succès qui fait son journal, c'est que c'était un mix parfait entre des news importantes, des portraits étoffés de célébrités, des photos glamour et des critiques pertinentes sur notamment la culture. Et TikTok, il est capable, mieux que n'importe quelle intelligence artificielle des autres réseaux sociaux, et encore plus pertinemment que n'importe quel éditeur humain, de proposer un contenu, un mix parfait, mais en plus dosé pour chaque individu. C'est comme si on allait dans un bar et qu'on commandait notre cocktail par rapport à nos goûts ou par rapport à n'importe quel trait de notre personnalité, et que ça allait nous proposer pile le parfait mélange entre des choses qui seraient en mesure de nous plaire et en plus qui seraient en mesure de devenir finalement, bien que très différents, avec des ingrédients très différents, mais finalement qui vont constituer quelque chose de cohérent.
on a donc cette linéarité et donc cette personnalisation aussi. Et en ça, on peut peut-être plus faire le parallèle avec le zapping dans son sens le plus commun, c'est-à-dire le zapping télévisuel. On passe d'une chaîne à une autre sans forcément s'être abonné à la chaîne, ou voilà, on passe de la 1 à la 2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe éventuellement sur quelque chose, qu'on reste un petit peu plus de temps, et puis on passe à une autre chaîne. TikTok, c'est un peu ça. Il y a une forme de passivité aussi vis-à-vis de ça, et de linéarité. On va pas choisir le contenu qu'on va consommer, comme YouTube par exemple, où on va choisir on va choisir la vidéo qu'on va regarder, ou Instagram, où on va choisir les comptes auxquels on va s'abonner, et puis vont apparaître que les éléments qui viennent de ces comptes-là. Ce mode de consommation donc, peut être mis en parallèle avec le zapping, c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, on parle de zapping quand on parle notamment on parle de OK, mais quel rapport à la colonisation numérique? Alors, je comprends pas ta question, cher Thierry Dubreuil. Je veux bien que tu précises ta question. Je la comprends pas, le concept de colonisation numérique tel que tu le présentes là, je le comprends pas. Donc je continue, mais je veux bien que tu reformules la question si ça te dérange pas. Donc oui, comment dire, notamment effectivement on a une consommation zapping de tous ces éléments-là, mais on a également un zapping aujourd'hui sur la vidéo à la demande, par exemple, sur Netflix, où on a un zapping permanent également entre les différentes icônes jusqu'à choisir, ou finalement aller se coucher parce qu'on n'a pas trouvé le film finalement qu'on voulait voir. TikTok propose aussi quelque chose de très différent par rapport aux autres plateformes, c'est notamment la facilité de mise en participation. Il suffit de réagir, de se filmer en train de réagir à une vidéo virale, de participer à un challenge qui est mis en place par un influenceur ou quelconque, et très vite on peut avoir une viralité, et très vite on peut se mettre en avant par le prisme justement de cet algorithme qui va aller piocher un petit peu partout des potentielles sources d'intérêt. Et donc on va se trouver au centre de la création par des moyens très simples. Et encore une fois, ça va être très différencié de Twitter, parce qu'on sait que sur Twitter, par exemple, on a une polarisation des débats et des créations de contenu autour de comptes déjà reconnus, qui regroupent des gens très connus, qui diffusent, qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés. Et donc du coup, là, on va assister à une dispersion des éléments, qui va être beaucoup plus des dispersions des éléments et puis des éléments créatifs qui vont être mis en place. Alors, dès lors, on peut se poser une question. Est-ce que c'est de l'art? Alors j'ai écrit quelque chose vite fait pour un peu poser ce questionnement-là. Dès lors qu'on admire constamment et répétitivement avec fascination ces contenus fréquemment inutiles et insipides, fondamentalement vains en eux-mêmes, on peut se poser la question, l'algorithme produit-il cette nouvelle forme de diffusion médiatique, une forme d'art, en créant une succession fluide et sensiblement cohérente d'images issues des champs et des thématiques parfois très distinctes. Un algorithme artiste qui encourage les consommateurs à consommer sans effort et aux créateurs de créer sans difficulté. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau support artistique et l'algorithme lui-même, par sa capacité de proposer une cohérence comme ça, de créer justement quelque chose qui aurait à voir avec une forme de nouvel art médiatique. Alors, on peut se poser la question effectivement de est-ce que cet algorithme peut proposer quelque chose d'artistique? Alors, par contre, appeler les auteurs de l'algorithme des artistes me semble un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir que l'entreprise TikTok avant s'appelait l'entreprise ByteDance en Chine, et notamment ils ont été amenés à supprimer des posts faits par des utilisateurs jugés trop moches, trop pauvres ou trop handicapés pour la plateforme. C'est pas exactement l'esprit libre-penseur, artiste devant l'éternel. Et qui ont également soutenu la censure politique menée par le gouvernement chinois. Donc là, je vous renverrai, je mettrai en commentaire également une référence du journal Intercept, justement, qui revient sur cette discrimination qui est utilisée par l'application. À savoir que, évidemment, au-delà de cette censure autoritaire, on peut avoir également une forme d'autocensure ou de censure plus douce, souple,
une espèce de soft power qui, par la sélection, par l'affinage, va favoriser des gens avec un physique plutôt agréable à l'œil, qui va favoriser certains cadres de vie, certaines ethnies éventuellement aussi, et qui va du coup mettre de côté certaines personnalités, certains physiques, certains cadres de vie, pour au final bien vous faire comprendre en tant qu'utilisateur ou en tant qu'individu que vous ne faites pas partie des canons de beauté ou des stéréotypes qui sont véhiculés par la plateforme. Donc petite conclusion sur cet article-là également. Aussi, l'algorithme de TikTok est donc finalement conçu et personnalisé, mais plus important encore, il a su automatiser entièrement l'expérience de consommation en ligne. Vous n'avez pas à décider ce qui vous intéresse. Il suffit pour vous de vous abandonner à la plateforme, donc encore avec ces gestes très simples pour pouvoir passer d'un contenu à un autre, et du coup pour la plateforme de s'informer sur ce que vous êtes. Et TikTok souhaite évidemment cette attention et toute cette passivité, car couplée à une connaissance du coup très fine, parce que extrêmement étoffée, de ce qui capte notre attrait, c'est un terrain évidemment idéal pour la publicité et son immersion au sein de nos réflexes d'appréciation, du coup. Voilà pour le dernier article. Alors, une conclusion brève vis-à-vis de ça, et puis après, je prendrai éventuellement des questions s'il y en a. Qu'est-ce qu'on peut déduire un petit peu de tous ces articles qu'on a vus là ? Déjà, c'est que les algorithmes sont difficiles à rendre intelligents. Encore une fois, on l'a dit et on l'a répété, l'intelligence artificielle ne peut se mettre que très difficilement en parallèle avec l'intelligence humaine, et donc elle est en mesure de non seulement répéter les biais de l'humain, voire les amplifier, les rendre vrais à une échelle encore plus importante, et en plus, ils ont encore plus une difficulté à rendre une intelligence artificielle intelligente quand cette intelligence artificielle est faite à dessein, justement, pour être particulièrement pertinente pour s'inclure dans une logique commerciale. Pour ça, justement, pour accroître l'engagement et pour être plus performant, pour proposer de la publicité, là, on va voir que justement, l'algorithme, et c'est quelque chose qu'il sait très bien faire, il est particulièrement précis et capable pour ce qui est de ces tâches-là. Aussi, du coup, le danger ici semble pas tant l'intelligence artificielle en elle-même, mais le fait que la majorité de nos activités numériques soient mises en mouvement par des algorithmes, principalement afin de nous exposer de la meilleure manière possible à la publicité et, du coup, aux logiques de consommation. Cela, évidemment, parfois au mépris des considérations, qu'elles soient démocratiques ou citoyennes. Voilà. Donc, voilà pour ce premier exercice de live avec ces 3 articles différents. Donc, alors, cher Thierry, vraiment, ce n'est pas... En fait, tu emploies des termes qui... Je crois que tu as un vocabulaire un peu plus étoffé que le mien. Donc, j'ai du mal à capter tout ce que tu peux me dire. Donc, une subjugation, mais une subjugation par rapport à quoi ? Je sais, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté, mais j'ai du mal à capter le sens de tes questions. Si tu peux être juste un peu plus clair pour moi, parce que oui, alors oui, effectivement. Donc, Thierry Bois nous dit que du coup, c'est une logique. Donc, la colonisation numérique, effectivement, c'est créé par une logique basée sur l'accumulation de données. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et notamment, il y a beaucoup de technologistes aujourd'hui. Donc, on appelle technologistes les gens qui ont une foi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, il dit comme si cette rationalité était capable de donner un meilleur portrait de la réalité. Exactement. Mais il y a justement ces technologistes, donc ces gens qui ont confiance au développement de l'intelligence artificielle et puis des technologies et puis du fait de donner un meilleur souffle à la chose technologique. Ils disent que de toute façon, on va l'intelligence artificielle, on va lui donner de plus en plus de données.
on va amener à lui porter toujours plus et toujours plus d'informations, et que force de ces informations, il va être capable d'avoir une analyse toujours plus fine de la situation, et donc d'être nécessairement plus capable, alors pour le premier article, d'avoir une vraie propension à ne pas trop mettre en avant des fausses informations ou à engager un petit peu un effet boule de neige sur les effets très problématiques. Pour le cas du deuxième article, essayer d'oublier un petit peu des éléments ou de capter des interruptions d'événements pour les gens qui ont des problématiques sur à tel ou tel moment de leur vie, ou pour le troisième, être capable effectivement de capter l'attention, mais peut-être que cela serve un but un peu plus sain que celui de l'accumulation de données sur les utilisateurs, et puis surtout de créer un écran incroyable pour la publicité. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question et que j'ai été assez clair. Ok, et ben j'irai lire ça. Très bien, j'irai lire ça. Alors oui, j'ai lu The Digital Colonization, mais en fait je voyais pas le lien avec tout ça. Mais je regarderai encore un peu plus. Peut-être que c'est moi qui l'ai pas assez bien perçu. Merci à toi, cher Thierry. Donc voilà, bon. C'était un premier exercice. Moi j'ai trouvé ça plutôt amusant. J'ai vu pas mal de choses sur lesquelles je me suis un peu foiré aussi, mais c'était chouette à faire. Et donc merci beaucoup aux gens qui étaient là. C'était sympa. Évidemment, cette vidéo sera disponible en replay. Donc n'hésitez pas à la partager quand elle sera disponible. J'essaierai de couper quelques trucs pour qu'elle soit un petit peu plus courte peut-être, et qu'elle soit un peu plus buvable. Et puis pour ceux qui la regardent maintenant ou qui la regardent en replay, je cherche pas mal de éventuellement un collaborateur, une collaboratrice, voire des collaborateurs et des collaboratrices pour créer ce genre de contenu. Parce qu'effectivement c'est un truc un peu pénible parfois à porter tout seul, parce que ça prend du temps tout simplement, et que je bosse à côté, donc voilà. Mais en tout cas c'était très plaisant à faire, j'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à la prochaine, en espérant que on pourra faire une autre émission un peu sympa. Je pense que d'ici peu je mettrai sur Facebook et sur YouTube aussi un petit sondage. Je suis en train de réfléchir, il y a quelques thématiques que j'aimerais bien aborder, et puis je mettrai un sondage sur YouTube sur les différents sujets que j'aimerais bien aborder dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On va être un peu plus pessimiste quand même, un peu plus réaliste surtout. Et donc voilà. Donc si vous voulez me rejoindre, c'est cool. N'hésitez pas à m'envoyer un message, et si vous voulez vous exprimer du coup sur les sujets à venir, et ben écoutez, n'hésitez pas à m'en informer par le petit sondage que je mettrai en place. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous remercie encore une fois aux quelques personnes qui étaient là d'avoir suivi le live. Et puis on se dit à très bientôt.